Bonjour à toutes et à tous. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est ravie de vous retrouver pour son émission trimestrielle Ça vous concerne. Ravie car ce 4e épisode se déroule en direct et en public depuis le Salon des maires. Il est aussi retransmis en direct sur notre chaîne en ligne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la transition agricole et à l'alimentation. De prime abord, c'est un sujet sur lequel on n'attend pas l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mais vous allez découvrir à travers ces programmes et ces dispositifs que l'agence est un levier, un moteur pour soutenir des initiatives locales qui vont dans ce sens. Pour en parler avec nous, nous recevons Tarek Daher. Bonjour. Vous êtes le directeur, le délégué général du mouvement des régies, les régies de quartier. Bonjour. Annabelle Boutet, vous êtes la chef du pôle prospective, veille et innovation à l'ANCT. Paul-Henri Dupuis, vous êtes le commissaire de Massif Central pour l'ANCT. Bonjour à tous les deux. Et nous retrouvons en ligne aussi Geneviève Barra. Geneviève Barra, bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors Geneviève Barra, si vous pouvez mettre la vidéo, comme ça le public pourra vous voir. Merci. Vous êtes chargée de la ruralité pour la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes aussi maire de Saint-Germain-Beaupré, une petite commune de la Creuse, et agricultrice. Nous retrouvons aussi Vincent You. Bonjour monsieur, vous êtes le vice-président du Grand Angoulême, chargé de la stratégie agricole et alimentaire. Vous êtes aussi maire adjoint de la ville d'Angoulême en Charente. Et enfin, Rémi Léger. Rémi Léger, vous êtes arboriculteur et fondateur de la Ferme des Volonteux, qui est une coopérative d'activité et d'emploi de Beaumont-les-Valences, dans la Drôme. Alors, bonjour à tous. Mesdames, messieurs, vous avez accepté gentiment de participer à cette table ronde. Et votre mission, c'est de traiter du sujet passionnant de la transition agricole et de l'alimentation en 45 minutes chrono. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, transition agricole et alimentation, de quoi parle-t-on ? Nous allons voir ça ensemble, mais d'abord en 3 mots, 3 notions clés. Comment définir la transition agricole ? Rémi Léger, à Beaumont-les-Valences, quel est votre regard de producteur et d'agriculteur ? Rémi Léger, si vous pouvez connecter votre caméra, ce serait sympa pour le public. Ouais, en fait, ma caméra, elle est connectée. Juste on voit pas. Alors, en version radio, si vous pouvez nous dire en 3 mots comment vous définissez la transition agricole, s'il vous plaît. En 3 mots, c'est un peu compliqué, mais je dirais que pour moi, la transition agricole, c'est quand même un changement radical de la vision politique et de l'humanité aussi, qu'a l'humanité sur la nature et souvent un regard un peu prédateur et consommateur. D'accord. C'est un vaste sujet. En plateau, Paul-Henri Dupuis, votre regard à l'échelle d'un territoire comme le Massif central ? Donc en 3 mots, 3 axes qui guident la transition agricole pour le Massif central. Premier axe, c'est la relocalisation. Donc on pense de suite à relocalisation alimentaire, mais c'est aussi plus largement la relocalisation de l'économie. L'agriculture peut participer à la relocalisation des approvisionnements des filières autres qu'agricoles de son territoire, mais aussi à la transition touristique, tout cela en réponse à de nouvelles attentes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le confortement des systèmes agricoles en place. Dans le Massif central, on a 85% des surfaces qui sont dédiées à l'élevage extensif, donc c'est un modèle vertueux par nature, et qui a un rôle déterminant pour l'entretien des paysages, qui font l'attractivité du Massif central, et pour le maintien de nos stocks de carbone, qui est une richesse qu'on a dans le Massif central. Donc il est essentiel qu'on assure le renouvellement des générations, et donc qu'on assure un revenu décent aux exploitants. Et le troisième axe de la transition agricole, c'est sans doute le plus important, c'est l'adaptation au changement climatique, avec un défi majeur à relever. Merci. Merci à tous les deux pour vos éclairages qui nous amènent au cœur du sujet.
Alors, a priori, la transition agricole et l'alimentation, ça concerne en premier lieu les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, les entreprises qui transforment leur production, l'agroalimentaire, et les consommateurs, les clients. Alors, du côté des collectivités, quel lien fait-on entre ces publics, et notamment entre celui qui produit et celui qui consomme, celui qui mange? Vincent You, dans votre agglomération, le Grand Angoulême qui couvre 38 communes et à peu près 140 000 habitants, pourquoi votre EPCI se mêle-t-il, si je puis dire, de ce sujet, notamment dans un quartier prioritaire qui s'appelle Basso-Grande-Garenne? Quels sont les enjeux de votre point de vue? Il y a d'abord un enjeu de souveraineté et un enjeu de résilience. L'enjeu de souveraineté, c'est de considérer qu'aujourd'hui, c'est quand même très problématique de voir que toute la production charentaise part à l'autre bout du monde et que la consommation locale est issue de l'autre bout du monde. Donc ça, c'est la volonté de changer cette pratique et de repartir sur un lien qui se fasse de manière directe entre producteurs et consommateurs. Ça implique de grands changements dans les circuits logistiques. D'une certaine manière, notre découverte, c'est de voir que les circuits logistiques mènent la politique. Et donc, la volonté qui est la nôtre, c'est d'éviter d'être tenu par des circuits logistiques. Et donc, dans des quartiers prioritaires, il y a une nécessité de faire en sorte qu'on évite la fatalité du low cost. Le low cost, c'est souvent d'avoir dans les circuits de distribution de ces quartiers les invendus des grandes et moyennes surfaces, qui sont souvent des produits industriels, des agrégats chimiques plus que des aliments. Et donc, le souhait d'avoir une production qui se rapproche des consommateurs, c'est aussi le souhait d'avoir des produits bruts qui soient accessibles dans l'ensemble des quartiers de nos communes. D'accord. Merci à vous, Vincent. On vous retrouvera tout à l'heure. Nous, on va continuer. On voit que les collectivités ont un rôle à jouer, mais on va voir aussi qu'elles ne sont pas seules dans la bataille de la transition agricole et d'une meilleure alimentation. Il y a aussi des acteurs locaux, et notamment ceux de l'économie sociale et solidaire. Je me tourne vers vous, Tarek Daher. Les régies de quartier sont des associations qui interviennent auprès des habitants des territoires fragiles. On en compte 115 dans des quartiers prioritaires politiques de la ville et 15 dans des territoires ruraux. Les régies de quartier sont aussi un moteur de cette transformation. C'est pour répondre à quel besoin, Monsieur Daher? Alors, ça marche? Allô, vous m'entendez? Oui, ça marche. Donc, les régies de quartier, ce sont des acteurs, en effet, de territoire qui sont implantés, qui s'implantent et qui se créent à la demande des acteurs locaux, notamment des habitants et des élus. Et en fait, bien évidemment, le fondement du projet des régies, comme de celui de l'économie sociale et solidaire en général, c'est d'être là pour essayer d'apporter des réponses nouvelles à des besoins locaux, à des besoins d'habitants, à des besoins qui sont peu ou mal couverts. Donc évidemment, la question de l'alimentaire et de l'agriculture a émergé assez naturellement. Et les besoins qu'on a pu identifier facilement, ce sont évidemment ce qui a été évoqué déjà par le Grand Angoulême, les enjeux de l'accessibilité alimentaire. Voilà, quelle est l'offre qu'on peut trouver sur des territoires ruraux, isolés, populaires, ou sur des quartiers populaires? Quelle est l'offre d'alimentation de bonne qualité à prix accessible? Il y a aussi un sujet qui est assez évident, c'est celui aussi du lien à l'agriculture, à la filière agricole, mais aussi à la nature en général. Ça paraît évident dans les quartiers populaires, mais également dans les éventuels îlots populaires qu'il peut y avoir dans le monde rural. Parfois, le lien au monde agricole et aux filières agricoles peut s'être un petit peu distendu. Et il y a un enjeu à remettre peut-être, c'était un des besoins qu'on nous a remonté aussi, du circuit court dans toute cette question de l'alimentaire. Et je terminerai par un petit exemple là-dessus. J'étais récemment en Guyane où on est en train de créer une nouvelle régie de territoire dans une ville qui s'appelle Mana, et le maire était tout à fait étonné de constater que quand il demandait aux enfants de sa commune de dessiner un fruit, le premier fruit qui leur venait, c'était une pomme. Alors qu'il n'y a pas de pomme en Guyane. Mais parce que la cantine et le goûter des enfants est produit et proposé par une grande entreprise de restauration qui importe des pommes, et lui trouvait que justement l'économie sociale était un levier pour essayer de reproduire localement et de refaire du circuit court. On est bien dans cette logique-là, évidemment, dans l'économie sociale. Et de retrouver le goût des produits locaux. Alors, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires soutient d'ailleurs les régies, on en parlera plus tard. Mais plus largement, comment l'Agence nationale de la cohésion des territoires intervient-elle sur ce champ de la transition agricole et pour l'accès d'une alimentation de qualité
pour un public le plus large possible. Alors, il faut savoir que depuis 2021, l'ANCT accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place des contrats de relance et de transition écologique, les CRTE. Et on constate que ces CRTE intègrent beaucoup de données autour de ces enjeux-là et que ce sont un levier pour développer une agriculture durable et une alimentation de qualité. Donc, par exemple, sur les 835 CRTE depuis hier, il y en a 487 qui intègrent des projets liés à des circuits courts agricoles, 414 à l'alimentation durable, 370 à l'agriculture durable, et 257 d'entre eux intègrent un projet alimentaire territorial. Donc c'est vraiment des contrats qui sont un peu fer de lance avec les collectivités, avec les services de l'État sur ces enjeux de transition agricole. Nous allons maintenant voir comment la l'ANCT intervient dans les territoires à travers l'exemple du Massif central. Alors, Paul-Henri Dupuis, que fait votre commissariat de massif concrètement pour promouvoir la transition agricole dans votre belle montagne ? Avant de présenter ce que fait le commissariat du Massif central, je voudrais juste en profiter pour rappeler le rôle des 5 commissariats de massif que nous avons en France. Ce rôle c'est principalement centré autour de la mise en œuvre de la loi montagne. C'est une première loi de différenciation en France en 1985 qui a donné aux territoires de montagne les moyens de leur autodéveloppement, c'est-à-dire les moyens de se saisir de leur destin en les dotant d'une gouvernance spécifique, un véritable parlement de la montagne, et en les dotant de moyens financiers pour mettre en œuvre des orientations qu'ils souhaitent pour leur territoire. Alors concrètement, quelle action du commissariat dans les sujets à enjeu autour de l'accompagnement de la transition des filières économiques ? En fait, c'est une méthodologie, entre guillemets, qui n'est pas complètement figée, mais autour de 4 points. Un premier point, c'est l'identification des enjeux et des opportunités autour d'une thématique ou d'une filière économique. Et ça passe par l'écoute des acteurs sur le terrain, en s'appuyant grandement sur le réseau des délégués territoriaux de la l'ANCT, donc les préfets en département, qui nous permet de remonter des informations, des besoins, des choses qui dysfonctionnent ou des belles idées qui sont sur le territoire. Notre rôle ensuite, c'est d'identifier et de mettre en relation des acteurs autour de ces enjeux en veillant à ouvrir au maximum de l'amont à l'aval. C'est-à-dire qu'une des difficultés sur les filières économiques, c'est le travail en entre-soi, c'est-à-dire qu'en particulier sur la filière agricole, eh bien, on a les agriculteurs qui sont d'un côté, les acteurs de l'agro-industrie qui sont de l'autre, des intermédiaires entre ça, et une très grande difficulté finalement à faire échanger les gens entre eux. On le verra d'ailleurs tout à l'heure sur le sujet de la laine, où on a une réflexion très autour de la laine, mais on peut rechercher des débouchés ailleurs. Le troisième point, c'est accompagner l'émergence d'une stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que ces filières, une fois qu'elles sont constituées, qu'elles sont réunies avec tous les acteurs autour de la table, elles se fixent un cap et elles sachent un petit peu ce qu'elles veulent faire effectivement pour leur filière dans le Massif central. Donc nous intervenons dans le financement de l'animation de ces dynamiques jusqu'à l'élaboration des filières. Et le dernier point, c'est la mobilisation des financeurs potentiels autour des projets qui vont sortir de ces réflexions, financeurs pas que publics, donc y compris identifier des acteurs économiques qui vont pouvoir investir. Donc c'est un rôle exigeant en animation de la part du commissariat de massif, mais passionnant parce que on est là pour révéler un potentiel de transformation des massifs. J'imagine qu'en termes de financement, l'Europe joue aussi son rôle sur ce type de filière. Tout à fait. Donc on a bien sûr des financements à État, des financements des régions qui sont des partenaires très très forts dans les politiques du massif et des fonds FEDER principalement. C'est un petit peu surprenant, mais y compris sur des questions agricoles, on mobilise des fonds FEDER de l'Europe. Merci. De votre côté, Annabelle Boutet, vous pilotez les fabriques prospectives de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et l'une d'elles, qui vient de s'achever juste en septembre, portait sur le renforcement de l'accessibilité à une alimentation durable et de qualité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et surtout pourquoi l'ANCT a souhaité consacrer une fabrique prospective au thème de l'alimentation ?
Alors, les fabriques prospectives, c'est une des offres d'ingénierie de l'ANCT. C'est une offre d'ingénierie un peu spécifique, étant donné que c'est une offre collective, c'est-à-dire qu'on accompagne un groupe de territoires du même type. Ça peut être des QPV, des villes moyennes, des petites villes, qui vont toutes travailler sur le même sujet, qui est toujours un sujet lié aux transitions. Et puis l'autre particularité, c'est que c'est aussi une instance de dialogue entre des acteurs locaux, des élus, et des acteurs nationaux. Ça dure 1 an, une fabrique prospective, avec des séminaires de travail dans les territoires et puis des séminaires qu'on appelle intersites, où on réunit les élus et les acteurs nationaux. Les résultats, ça va être une feuille de route pour chaque territoire accompagné, donc c'est-à-dire une vision prospective et un programme d'action sur mesure, et puis des enseignements nationaux qu'on diffuse auprès de tous les territoires. Alors pourquoi cette fabrique sur alimentation et quartier prioritaire de la politique de la ville? C'est vrai que quand on parle alimentation, agriculture, on pense plus aux territoires ruraux, mais les quartiers prioritaires sont totalement concernés. On l'a bien vu avec la crise de la Covid-19. Et puis il y a beaucoup d'acteurs engagés sur l'alimentation dans les QPV, en particulier les acteurs de l'aide alimentaire. Donc ce sujet, on l'a co-construit avec plusieurs partenaires. Il y a toujours plusieurs acteurs nationaux dans les fabriques. Donc ici, il y avait France Urbaine, Intercommunalité de France, l'ANRU, Terres en Ville, les régies de quartier, la Direction générale de la cohésion sociale et la Direction générale des Outre-mer qui a cofinancé avec nous la fabrique prospective. Et quelles étaient les villes que vous avez accompagnées? Alors, on a accompagné 4 territoires, la commune de Saint-Joseph et 3 intercommunalités. Saint-Joseph à La Réunion. Tout à fait. Et 3 intercommunalités, donc le Grand Angoulême, Aix-Marseille-Provence et Plaine Commune. D'accord. Le sujet, c'était de travailler sur l'accessibilité à une alimentation durable et de qualité en prenant toutes les dimensions de l'accessibilité. Il y a l'accessibilité financière, bien sûr, mais il y a l'accessibilité physique. Ça va être l'offre de commerce dans les QPV, mais aussi les moyens de mobilité des habitants pour accéder à ces commerces. L'accessibilité sociale, c'est-à-dire de quelle information, de quelle connaissance, et puis aussi tout ce qui est lié à l'éducation, à l'alimentation. Et la 4e dimension de l'accessibilité, c'est l'accessibilité citoyenne. Donc comment les habitants peuvent participer à ces projets sur l'alimentation dans les QPV. D'accord. Et ce qu'on voit, ce que M. Daher soulignait tout à l'heure, c'est que les problématiques des quartiers prioritaires recoupent des problématiques que l'on rencontre dans certains territoires ruraux. Donc ce type de travail que vous avez fait peut être ensuite partagé avec d'autres types de communes. Tout à fait. Merci Annabelle. Donc nous venons de voir quel rôle joue chacun d'entre vous et pour répondre à quels enjeux. On va voir maintenant comment ça se traduit dans le territoire, par quelles actions. Vincent You, qui est en direct du Grand Angoulême, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle forme prend l'accès à une alimentation de proximité et de qualité dans votre territoire? Alors, il y a 2 aspects dans les quartiers politiques de la ville avec lesquels on a travaillé grâce à la NCT. Il y a évidemment le fait que l'offre alimentaire dans les épiceries sociales et dans les épiceries solidaires soit une offre de qualité et qu'on évite le recours que j'évoquais tout à l'heure aux invendus industriels qui sont une problématique sanitaire en elle-même. Mais en fait, la problématique de ces quartiers est finalement celle de tous les métiers de bouche du secteur privé, que ce soit la restauration ou les traiteurs, qui aujourd'hui ne bénéficient pas facilement de liens avec les producteurs charentais. Et la grande diversité des maraîchers qui sont souvent dans des circuits parallèles où l'essentiel de leur production est vendu en vente directe au bout du champ, sans qu'il y ait de lien qui soit possible avec les circuits commerciaux habituels. Et donc c'est ce qui fait que nous avons mis en place un projet qui arrive à maturité de marché d'intérêt local, on va dire un Rungis charentais, qui permettent aux professionnels dans leur diversité, professionnels de la sphère privée, on n'est pas sur la vente publique, pas sur les marchés publics ici, de trouver sur un même lieu
l'ensemble de la production charentaise. Et donc, nous sommes arrivés à un stade où le lieu a été identifié. C'est un lieu qui est pertinent par rapport au circuit logistique d'achat. Pour être clair, c'est à côté de métro. Et donc, c'est une façon de proposer une offre locale, facile d'accès à l'ensemble de la sphère privée qui aujourd'hui va très rapidement chez le grossiste que j'ai évoqué. Et c'est une façon de faire en sorte que les maraîchers puissent se réorganiser pour avoir accès à de nouveaux marchés. C'est un enjeu vital. Hein. La question principale de l'alimentation territoriale, c'est quand même celle, il me semble, de l'installation de nouveaux agriculteurs. Si on n'a pas d'hommes et femmes pour travailler la terre, on pourra faire tout ce qu'on veut, on aura des problématiques. Et pour qu'on ait de nouvelles installations, il faut qu'on puisse trouver du foncier et garantir une forme de chiffre d'affaires. Et donc, pour nous, ce projet de Rungis charentais, c'est le nœud politique et logistique qui permet d'avoir une action qui change l'économie territoriale qui était aujourd'hui strictement dans des marchés mondialisés. D'accord, donc c'est du inspiration mondiale pour le local. Donc, Monsieur You, votre agglomération a quand même une expérience assez poussée sur ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous avait amené à participer à la fabrique prospective sur les questions alimentaires? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Ça nous a apporté des échanges d'expériences avec les autres collectivités qui ont participé, une méthodologie, une capacité à organiser sur un délai court, quelques mois, des temps de travail et d'échange. Et du coup, c'est vrai que ça nous a mis dans un entonnoir où on savait qu'à l'issue, on aurait une amélioration dans notre réflexion. Donc, grand merci pour cette aide. Aujourd'hui, il y a des projets à maturité, je vous dis, de marché d'intérêt local. Il y a des partenaires qui se connaissent mieux. Le point de départ, c'est que les partenaires de la politique de la ville ne sont pas ceux de l'agriculture habituellement, sinon la régie urbaine chez nous. Et du coup, l'agglomération apparaît comme celui qui légitime la mise en lien de ces deux mondes qui ne se parlaient pas. Alors pourtant que les enjeux alimentaires sont des enjeux de santé au premier chef dans les quartiers de la politique de la ville. Merci Vincent You. On entend des pages qui se tournent quelque part. Merci Vincent You. Il y a eu une main levée. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui veut réagir? C'est Geneviève Barra. Bonjour Geneviève Barra, ça y est, on vous retrouve. Est-ce que vous avez la caméra? Écoutez, j'ai coupé la caméra, apparemment le micro marche. Donc alors ce sera par micro. Alors Geneviève, nous avons avancé. Oui, mais j'ai tout entendu. Ouais, donc, très bien. Alors, je vais reprendre vite fait ce que vous m'avez demandé. Donc, moi, vous dire quand même, dans le Vincent You, on se connaît bien. Donc, je suis en charge de la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation au sein de la Nouvelle-Aquitaine depuis 2016. Donc, on a développé une feuille de route qui s'appelait Alimentation, Agriculture, Territoire, qui a tellement bien fonctionné qu'on l'a transformée en pacte alimentaire signé avec y compris l'aval. Il y avait surtout l'amont et les collectivités, et là, il y a aussi l'aval, c'est-à-dire en la personne des gestionnaires, des distributeurs, de la restauration privée, voilà, avec des ambitions partagées qui sont créer une valeur ajoutée dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, produire une alimentation locale et régionale saine, durable et de qualité, et accéder à une alimentation locale et régionale saine, durable et de qualité pour tous, avec la sécurité alimentaire. Donc, 5 ambitions, des produits locaux dans tous les circuits de distribution régionaux, une formation agricole exemplaire, avec une obligation de travailler sur des circuits courts dans tous les lycées agricoles, une relation de proximité entre le consommateur et l'agriculteur, priorité aux produits locaux dans la restauration collective publique et l'ensemble des territoires impliqués.
Donc c'est ambitieux, ça va être présenté en décembre en séance plénière. Donc vous précisez quand même que dans la restauration collective, nous sommes partis de 18%, nous sommes à 27% de locaux, et dont 8% de bio local et 8% de bio non local. On a beaucoup progressé sur le bio local, ce qui était le but, hein, puisque le bio non local, c'est pas ce qui fait rêver les gens. Et donc, et que nous avons terminé donc avec en produits frais 50% de local bio dans nos lycées, et que demain nos lycées recevront le trophée des cantines de commande publique pour avoir créé un logiciel de commande publique dédié vers l'agroalimentaire qui fabrique une notation en fonction des additifs et des choses dangereuses dans l'alimentation, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un d'un peu plus cher, il a beaucoup de chances d'emporter le marché. Et donc, ça, c'est un truc qui va être demain au Salon des maires, vous voyez. Ah, très bien, très bien. Écoutez, donc, j'y serai avec eux. On aura le plaisir de vous voir, et puis bravo au lycée et à la région. On vous retrouvera un tout petit peu plus tard, hein, Geneviève Barra. Oui, voilà. Alors, on va continuer avec Tarek Daher pour l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez nous dire comment concrètement vous intervenez les régies de territoire ? Alors, les régies sont des structures qui portent des projets d'insertion sociale et professionnelle et des projets de développement local en mettant les habitants en première ligne. Je vais prendre 3 exemples en essayant d'être assez concret. En tout cas, il y a peut-être 4 points communs à relever entre les différents exemples que je vais évoquer. Le premier, c'est qu'on n'est jamais très exactement de la monoactivité. Voilà, on a toujours comme ça des liens ou des croisements avec d'autres sujets que la production, que la sensibilisation, etc. La deuxième spécificité, c'est qu'on est aussi systématiquement dans des projets qui ont été construits avec des partenariats assez riches et assez forts. C'est jamais la régie seule qui porte. C'est souvent le lien à la collectivité qui fait la différence, le lien au monde agricole, le lien à une entreprise partenaire, peu importe, mais c'est jamais quelque chose que la régie construit et porte toute seule. C'est lié au 3e point, qui est que ces projets sont souvent assez complexes. Complexes soit en termes d'ingénierie parce que c'est nouveau, soit en termes de financement parce que c'est assez lourd. Ce qui exige, c'est la 4e caractéristique de l'ensemble de ces projets, qu'il y a un portage politique sur le territoire qui est assez fort. C'est pas la régie dans son coin et en s'opposant à la mairie qui va aller poser ces choses-là. C'est souvent dans une logique de co-construction et aussi d'appui financier de la part des collectivités locales, parce que ce sont des projets assez gourmands parfois, notamment parce qu'on réinvente des choses. Alors les 3 exemples que je vais prendre, ils sont assez différents, mais vous allez voir pas mal d'accroches entre tout cela. Peut-être le premier, c'est sur le territoire du Grand Rodez. Donc nous avons une régie de territoire là-bas. C'est où ? Rodez, dans l'Aveyron. Ah pardon, Rodez. On dit Rodez. J'y suis allé, on m'a dit on dit Rodez, donc on dit Rodez. Donc dans l'Aveyron. Et en fait, là, c'est la régie qui a été sollicitée par la collectivité, par l'agglo, pour réfléchir à une logique de maraîchage en insertion bio dans et autour des quartiers qui viendrait alimenter une filière pour les cantines scolaires. Voilà. Et donc cette réflexion qu'on a terminée, le travail d'ingénierie amont a été terminé, elle a été portée par la régie de quartier, elle s'est faite en lien avec l'association des agriculteurs bio du Grand Rodez, pour que justement on essaye de voir comment une régie peut devenir un des maillons de cette filière, avec un débouché qui est assez limité, mais qui est celui des cantines, et notamment des cantines qui sont implantées en quartier prioritaire. Donc ça, c'est ce qui s'est fait à Rodez, et pour l'instant, on bute un petit peu sur les montants financiers qu'il faut mettre autour de la table. Donc là, on est en train d'essayer de réunir une conférence des financeurs pour que, avec un modèle économique assez robuste qu'on a construit, on réussisse à trouver les leviers pour avancer. Un deuxième exemple, c'est à Lille, où là où c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment en cœur de quartier et sur des gros quartiers. Donc c'est une régie qui s'appelle Lille Sud Insertion et qui est en train de construire, grâce à la mise à disposition par la ville de foncier, on parle ici de 5000 m² qui ont été mis à disposition en cœur de quartier, une ferme urbaine. Une ferme urbaine avec, comme vous l'imaginez, un enjeu de production locale, un enjeu derrière d'alimentation et de vente à tarif social aux habitants du quartier. Voilà, l'idée est quasi de rester dans l'entre-soi de la production et de la consommation. Mais on a aussi comme ambition qui a été affichée pour cette ferme urbaine le fait de s'en servir
pour faire des animations avec les écoles, de la pédagogie, que ce soit un vrai levier d'éducation populaire au sein du quartier du Faubourg de Béthune et de l'île Sud, qui est limitrophe, et que ce soit également, et vous le verrez, ça revient aussi dans le troisième exemple, un support pour essayer d'alimenter la filière agricole en profil, en vivier un peu de candidats et de recrutement. Donc il prévoit aussi, grâce à cette ferme urbaine, de travailler sur des formations préqualifiantes au métier de l'agriculture. Et le dernier exemple que je prendrai, qui est peut-être le plus abouti, qui est notamment lauréat de Quartier Fertile, qui est le grand programme de revégétalisation qui a été lancé par l'agence de rénovation urbaine, c'est à Vierzon. Alors à Vierzon, la régie, de la même manière, elle a construit avec la ville et avec l'agglo ce qu'elle a appelé un écopole alimentaire. Donc c'est quelque chose qui se veut d'assez transversal, où elle essaye de faire la jonction entre plusieurs activités, entre plusieurs problématiques. Il y a bien sûr du maraîchage en insertion, qui est porté un peu en bordure de ville sur un grand terrain et une ancienne ferme qui a été mise à disposition de la régie via un bail amphithéotique par la ville. Donc la jonction entre le maraîchage en insertion, une filière, la création d'une filière pour alimenter la filière agricole locale. Et donc là, il y a énormément de travaux et d'appui aux salariés de la régie qui voudraient basculer vers le monde agricole, sur la recherche de terrain, sur l'identification des bonnes formations et des leviers de financement, etc. Et il y a aussi, évidemment, dans cette écopole, des jardins pédagogiques, du travail sur le maraîchage, du travail sur le compost. Bref, on a un lieu qui est une espèce de tiers-lieu alimentaire qui est vraiment centré sur la question de la production alimentaire locale et du lien avec les différentes parties prenantes. D'accord. Pour terminer, je reviens à la complexité de ces sujets-là. Ce sont des sujets qu'on accompagne beaucoup, nous, en tant que tête de réseau, et qu'on peut notamment accompagner grâce au soutien de la NCT, avec qui on a une convention qui nous aide justement à appuyer notamment en ingénierie des projets de ce type. D'accord, ben merci. D'ailleurs, vous avez fait partie de la fabrique prospective. Et Annabelle, je voulais savoir comment votre fabrique a pu mettre du lien entre toutes ces initiatives qui sont très riches et très diverses. Alors effectivement, dans les fabriques prospectives, je disais tout à l'heure, c'est un lieu de dialogue entre élus. Monsieur You en a parlé, même si les 3 territoires sont spécifiques, ils avaient des choses à partager. Et entre élus et acteurs nationaux. Et on a travaillé ensemble, élus, acteurs nationaux, pour co-construire des pistes qui vont nourrir la prochaine génération de contrats de ville. Donc vous les trouverez toutes dans la publication qui valorise la fabrique, qui sortira début 2023. Il y a 5 chantiers nationaux qu'on a identifiés. Nous, côté ANCT, il y a un chantier qu'on va enclencher, qui est la création d'une communauté sur la plateforme de la grande équipe de la réussite républicaine. Donc on va créer une communauté alimentation durable et QPV pour continuer à faire dialoguer les territoires qu'on a accompagnés, les partenaires de la fabrique, mais bien sûr pour élargir à tous les QPV et tous les acteurs des QPV qui souhaitent échanger sur ces questions d'alimentation avec un programme de webinaires, de conférences, des partages d'expériences, etc., etc. Et puis dans cette publication, vous trouverez les feuilles de route des 4 territoires qu'on a accompagnés qui peuvent inspirer d'autres territoires. Alors pour donner quelques idées, par exemple à Plaine Commune, on a particulièrement travaillé sur les questions de sensibilisation. Il y a une serre pédagogique en fait à Plaine Commune. Plaine Commune en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et le lien avec le projet de Halle Gourmande qui est à côté du QPV. À Saint-Joseph, on en a parlé. Là, c'est le lien entre le QPV et les agriculteurs locaux qui sont à côté du QPV. À Aix-Marseille-Provence, on en a parlé aussi, c'était sur la création d'activités économiques liées à l'alimentation, donc des emplois qui peuvent bénéficier aux habitants des QPV, puisqu'il y a un projet de maison de l'alimentation qui est porté par un pôle territorial de coopération économique. Et puis à Grand Angoulême, parmi d'autres choses, il y a un sujet qui intéresse beaucoup de gens, c'est un projet de sécurité sociale alimentaire. Voilà. Vaste donc, sujet, j'imagine. Vaste sujet. Qui on est à l'ébauche. Tout à fait. Et voilà, rendez-vous dans la publication 2023. Merci Annabelle. Alors merci à tous de ce reflet de l'investissement où l'on voit que les collectivités jouent un rôle primordial.
On va se tourner maintenant vers les gens aussi qui mettent les mains dans la terre et qui font naître de beaux projets. Rémi Léger dans la Drôme, vous êtes installé, vous, à Beaumont-les-Valences, 4000 habitants, je pense. Vous avez créé la ferme des Volonteux sur un territoire plutôt périurbain. Votre ferme est devenue une coopérative en 2012 avec des activités très diversifiées. Elle compte 27 salariés, 10 associés. Alors vous, en tant qu'agriculteur, vous avez, quand vous êtes installé, vous avez d'emblée choisi d'être au cœur de la transition agricole et écologique. Oui. Oui, en effet, c'était la vision initiale de l'installation en agriculture. C'était donner la possibilité aux gens d'avoir le choix, de faire ses propres choix, d'être autonome aussi, autonome en semences, en énergie, en fumure, etc., etc. Et en fait, c'est une boucle qui a été totalement cassée par ces 80 dernières années d'agro-industrie. Et comment on redonne de la liberté aux gens, de l'autonomie, de la réflexion. Voilà, c'est un peu large. L'objectif de la structure de la ferme des Volonteux, c'était aussi voir le monde un peu différemment, comment on peut avoir une action sociale sur les gens et sur son environnement, sur le lieu où on est, sur notre commune, sur voilà, notre département, comment avoir une action très locale sur l'écologie, la protection de nos lieux de production et pouvoir démontrer à la sortie qu'au bout de 10 ans, on est sur des fermes qui sont en capacité de créer de l'emploi, qui sont en capacité de fournir de l'alimentation de qualité à prix très raisonnable et qui sont aussi en capacité de protéger les gens et la nature qui leur donne à manger, quoi. Quels sont les débouchés de votre production aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs débouchés. On a un magasin sur la ferme qui nous permet de vendre à peu près entre 40 et 50% de notre production. Après, on a des circuits comme des AMAP ou voilà, qui sont des fois un peu plus loin. On allait pendant un bon moment, on est allé sur Lyon, donc il y a à peu près une centaine de kilomètres de chez nous, ou Grenoble. Et puis après, on a une espèce de mercurial. En gros, c'est du demi-gros. Ça nous permet d'avoir une liste sur Internet où les épiceries se connectent et de vendre à des épiceries en palette, quoi. Voilà, c'est des modes de commercialisation très différents. Et après, on a un marché le mardi soir, un marché de producteurs où on vend aussi une partie de notre production. D'accord. Et vous parliez de vos activités qui sont diverses et qui ne touchent pas que la production agricole. Vous êtes aussi investi sur des actions à caractère plus social. Oui, bien sûr. Ça a toujours été... tout à l'heure, je l'ai entendu par un autre intervenant, mais l'agriculture est très dans un petit îlot où c'est difficile d'en sortir. Et en fait, l'objectif quand même, c'était... d'étayer l'agriculture avec d'autres activités qui avaient du sens. Et dans ce cadre-là, on a installé, et l'ANCT nous a permis aussi d'installer un lieu d'accueil, un lieu où on peut faire des activités, se rencontrer, boire un café, discuter, échanger le monde. On a aussi une friperie qui nous permet de recycler des vêtements, de récupérer des gens qui nous font des dons et de les revendre à petit prix, voilà, pour les gens qui ont peu de moyens ou même pour les gens qui ont des moyens. Et une herboristerie, de l'accueil pédagogique, de la production de plants, enfin plein de choses. Après, aujourd'hui, les freins qui existent aujourd'hui à l'évolution de ce style de ferme, c'est quand même le modèle. Les structures coopératives sont des modèles excellents pour créer de la diversité, mais sont très peu connus du monde agricole, et c'est clairement difficile aujourd'hui de s'installer. On aide via une structure qui s'appelle Ferme Partagée, qui est une autre scope qui est faite d'autres agriculteurs pour aider des collectifs à s'installer. Mais c'est relativement dur parce que aujourd'hui, quand on est en structure coopérative, il y a certaines aides PAC comme la DJA, la dotation jeunes agriculteurs, qui ne sont pas accessibles aux structures coopératives. Et voilà, une structure comme la nôtre qui embauche 27 personnes, qui crée de la diversité écologique, on touche 3 000 € d'aide PAC, alors que mon voisin qui a 200 hectares
d'agro-industrie et qui met du Roundup touche 150 000 euros. Donc il y a aussi un vrai souci sur le financement et voilà. D'accord. Ben, c'est important de le souligner. Il y a parfois d'autres aides qui peuvent arriver à des initiatives comme la vôtre. Vous avez été notamment labellisé Fabrique de territoire en 2020 et donc c'est un dispositif que pilote l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et avec ce soutien de l'État, une subvention de 150 000 euros, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que ça vous a permis de faire que vous n'avez pas pu faire avec les subventions traditionnelles, si je puis dire? Ouais. Eh ben, ces 150 000 euros sur 3 ans, ils nous ont permis de nous aider à faire un lieu d'accueil, de communiquer aussi sur la ferme pour développer un peu le modèle de façon plus large et de nous impliquer dans des structures comme Ferme Partagée avec du temps dédié là-dessus. Voilà, ils nous ont aidés à faire le métier qu'on fait, d'aider d'autres paysans, de croiser des collectivités pour leur parler de projets alternatifs et différents à l'installation agricole. Voilà. D'accord. Ben, merci, Monsieur Léger. Merci de votre témoignage. Il nous reste 5 minutes. Alors, on va faire vite, chers interlocuteurs, chers invités. Madame Barra, j'aimerais revenir vers vous pour que vous nous expliquiez ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine sur la filière laine, laine-hamac, la filière laine du Massif central. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement? Oui. Et Paul-Henri Dupuis viendra compléter cela. Bon, laine-hamac, c'est une association qui s'est développée formidablement à travers les Journées de la laine, qui sont maintenant un événement européen, avec un centre de formation, et ils ont explosé quand il a fallu ils sont organismes porteurs de l'ODG, enfin de l'IG, tapisserie d'Aubusson. Donc, en discutant, en travaillant avec l'ANAMAC, on s'est dit, et des filatures, on s'est dit pourquoi pas relocaliser, puisque la plupart des laines sont importées d'Australie. Pourquoi pas retravailler sur les laines locales avec des éleveurs pour éventuellement, et des filatures pour pouvoir peut-être faire du fil. À peu près à coup sûr, on sait qu'on peut utiliser avec du fil teuf, du tapis teuf. Bon, donc, on a fait un gros travail avec la filière agricole, c'est-à-dire les éleveurs, la Chambre d'agriculture, Capgen, qui est l'organisme de sélection qui gère la filière Angora. Donc, c'est le seul organisme spécialisé dans la fibre. Et un chercheur de l'INRA qui est très compétent sur le sujet, puisqu'il est tout seul en France. Et donc, on a commencé à caractériser nos laines, que ce soit des charolaises, des limousines, pour savoir exactement comment on pouvait faire évoluer ces laines. Donc, parallèlement, on a décidé devant l'avance, là, devant tout ce travail-là, où maintenant on voit qu'il y a l'histoire des conduites de troupeaux, il y a la sélection, il y a aussi le tri de la laine à la tonte. Donc on a décidé de lancer le projet d'un cluster laine à échelle de la grande région. Parce qu'on a rencontré, il y a 3 bassins, hein, donc nous on est à côté du bassin de la Haute-Vienne, il y a un bassin dans les Deux-Sèvres et il y a surtout un très gros bassin dans les Pyrénées-Atlantiques où la laine n'est pas utilisée. Donc on s'est rapproché d'une association qui s'appelle l'Analand et on doit regarder ce qu'on peut faire de toute cette laine. On l'a identifié en volume, on l'a identifié en débouché existant. Et à l'heure qu'il est, on s'achemine vers l'idée qu'on aurait une laine qui irait plutôt vers des stratégies de couture, de choses beaucoup plus de haut de gamme, hein, comme la tapisserie d'Aubusson ou le tapis teuf. Et l'Analand travaille vraiment, elle, sur tout ce qui est débouché volume. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il travaille sur le substitut plastique, le fil 3D et le remplacement du polyester dans l'industrie textile et l'engrais. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, on a un problème sur la laine qui est considéré comme un déchet vivant.
D'accord. Voilà. Alors Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de ce déchet. Madame Barra, merci de votre témoignage. On va vite poursuivre avec Paul-Henri pour savoir comment le commissariat du Massif central est intervenu sur cette filière. Alors, selon la méthode que j'ai présentée tout à l'heure, donc en accompagnant et en finançant de l'animation, au départ en réunissant des acteurs, donc voilà, on a notamment, avec l'ensemble des financeurs du Massif central, amené 420 000 euros à cette dynamique LENAMAC pour justement arriver à des très très beaux résultats. Pour compléter ce que disait Madame Barra, cette dynamique, elle a permis d'obtenir 2 indications géographiques qui sont quand même des marqueurs très intéressants, et notamment sur les tapisseries d'Aubusson qui n'étaient pas protégées jusqu'à présent. Et il y a un très très gros enjeu aussi, au-delà du débouché de la laine, c'est la conservation des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a des savoir-faire d'excellence dans le Massif central, la tapisserie d'Aubusson bien sûr, mais d'autres. La filature. La filature. Et il y avait un réel enjeu de développer de la formation pour transmettre ces savoir-faire. Et donc c'est ce sur quoi nous avons réussi à aboutir, et aussi créer une belle vitrine pour les produits du textile et du design autour de la laine qui sont développés dans le Massif central, avec un dispositif que je vous invite à aller voir qui s'appelle Oh My Laine. Très rapidement, je crois que vous travaillez aussi sur d'autres filières agricoles. Tout à fait. Donc ce sujet des coproduits qui ne doivent pas être des charges pour les exploitants agricoles, mais plutôt une source de revenus, et surtout un élément de dynamisation de l'économie locale des territoires du Massif central, bien nous l'abordons en continuant sur la laine, à travailler notamment sur un sujet des engrais et sur un sujet de l'utilisation de la laine dans les matériaux de construction, en matériaux isolants. Donc ça, c'est un premier point. Et un autre coproduit dont on va se saisir et sur lequel on souhaite avancer avec les acteurs agricoles, c'est le cuir. Nous avons des acteurs majeurs du luxe dans le Massif central, pour le citer que Vuitton, Church, Hermès, Repetto sont dans le Massif central. Ils s'approvisionnent exclusivement avec des peaux qui viennent de l'étranger, et alors que nous avons 4 millions de bovins dans le Massif central. Donc il y a vraiment quelque chose à penser. Alors ça ne va pas se faire comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste à récupérer des pots pour les mettre dans des sacs à main. Il faut les transformer. Il faut les transformer, ça c'est vrai. Mais il faut aussi faire évoluer les techniques, la conduite des élevages, parce que pour le moment, la qualité des pots qu'on propose, elle n'est pas à la hauteur de l'exigence de ces faiseurs-là. Donc il y a tout un travail à faire avec l'amont, il y a tout un travail à faire avec l'aval pour les convaincre que même dans le luxe, la relocalisation c'est important. Et donc c'est ça notre travail. D'accord. Merci à tous. Nous arrivons au terme donc de cette table ronde. Merci des témoignages de nos invités, Madame Barra, Monsieur You, Monsieur Léger, Monsieur Dupuis, Madame Boutet et Monsieur Daher. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci aussi aux services de l'ANCT qui nous ont aidés à préparer ce sujet, les équipes des tiers-lieux, des fabriques prospectives, des CRTE et de l'économie sociale et solidaire. Merci à l'équipe technique et au service communication de l'agence, et à vous de nous avoir suivis depuis le Salon des maires ou bien en ligne. Nous vous disons à bientôt. Il y aura le replay de l'émission dans quelques temps sur notre chaîne ANCTV. Très bonne journée au Salon des maires.